Bon, merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, au nom de l'intersyndicale CGT, CFE, CGC, FO, je tiens tout d'abord à remercier la Commission des affaires économiques et sa présidente d'avoir répondu positivement à la demande de notre intersyndicale d'être entendue par votre commission. C'est au nom de l'intersyndicale que je veux m'exprimer dans cette déclaration liminaire. C'est avec gravité que je m'exprime devant vous, car la situation d'EDF, qui, faut-il le rappeler, a permis à la France d'être à la pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique, est en effet plus que préoccupante. Elle l'est d'abord, car nous nous trouvons face à des exigences contradictoires de l'État qui ont abouti aux difficultés que nous rencontrons aujourd'hui et qui risquent de renforcer ces mêmes difficultés encore dans les prochaines années. Sans être exhaustif, quelques interrogations majeures. Comment, par exemple, concilier la nécessité qu'EDF réalise d'importants investissements industriels en France, 15 milliards d'euros par an ces dernières années, avec le niveau plus qu'extravagant des dividendes distribués, plus de 20 milliards d'euros depuis la mise en bourse de l'entreprise, majoritairement pour les caisses de l'État. Au point que, comme l'avait souligné le président d'EDF lors de sa nomination, l'entreprise doit emprunter pour verser des dividendes. Certes, la position de l'État sur le sujet est en train d'évoluer, mais c'est seulement pour l'avenir. Quant à l'augmentation du capital annoncée vendredi dernier, elle serait souscrite à 3 milliards d'euros par l'État, mais d'où viendront ces milliards ? Sachant que dans le même temps, si le projet Hinkley Point devait être lancé, ce sont près de 24 milliards de dettes supplémentaires qui viendraient alourdir le bilan d'EDF. Comment concilier aussi la fermeture de la centrale de Fessenheim que nous condamnons, faisant perdre à EDF près de 400 millions d'EBITDA par an, et plus généralement l'incertitude sur la programmation pluriannuelle de l'énergie à venir, avec l'incitation forte faite à EDF par l'État de reprendre Areva NP et maintenant de lancer immédiatement le projet nucléaire britannique Hinkley Point. Fermeture du nucléaire en France et construction de centrales à l'étranger ? Est-ce bien là l'avenir de l'électricité de France, entreprise de service public de l'électricité que l'on souhaite écrire ? Comment concilier enfin l'injonction faite à l'entreprise de développer des énergies renouvelables tout en la privant progressivement et arbitrairement de la première d'entre elles, l'énergie hydroélectrique, par une absurde ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques et plus largement des marchés qui n'a pour conséquence que de fragiliser encore plus l'équilibre énergétique du pays ? D'une façon plus générale, quand l'État aura-t-il enfin une politique cohérente envers EDF, déconnectée de tout enjeu politicien de court terme ? Quand aura-t-il une politique industrielle et énergétique de long terme réellement digne de ce nom ? Quand jouera-t-il son rôle d'État stratège ? Dans ce contexte déjà rendu difficile par ces injonctions paradoxales de l'État, EDF doit faire face, comme tous les énergéticiens européens, à une baisse de prix de marché de l'électricité. En réalité, nous sommes face à un pseudo-marché qui dysfonctionne totalement et qui finira par menacer la sécurité des approvisionnements électriques du continent. Nous avions alerté, dès l'origine, sur l'absurdité de l'ouverture des marchés pour ce secteur si stratégique pour la nation, en particulier car l'électricité ne se stocke pas. Les faits nous donnent malheureusement raison et nous continuons à demander que l'on fasse enfin un bilan contradictoire de la déréglementation et de la désoptimisation qu'elle a engendrée au détriment de la collectivité nationale, mais aussi d'EDF et de ses outils industriels. Depuis maintenant 15 ans, les directives européennes et les lois françaises ont asséné des coups de boutoir aux entreprises de services publics pour leur faire perdre des parts de marché à marche forcée. Nous arrivons aujourd'hui à un tournant qui pourrait conduire à créer des problèmes en France comme en Europe en matière de sécurité d'approvisionnement et à terme conduire à des blackouts. Cela risque de coûter très cher à notre économie. En outre, dans le même temps, l'afflux massif sur le marché de capacités électriques d'origine renouvelable, subventionnées par des fonds publics, qui sont ainsi les seuls aujourd'hui à pouvoir se développer dans ce contexte de marché déprimé et qui sont appelés à croître fortement en application de la loi de transition énergétique, vont accroître les problèmes. En a-t-on seulement mesuré les conséquences ? Enfin, Hinkley Point, c'est-à-dire le projet de construction de 2 réacteurs EPR au Royaume-Uni. Ce projet a déclenché une grave crise au sein d'EDF, laquelle s'est manifestée de plusieurs façons. Droit d'alerte unanime du CCE, du Comité central d'entreprise, une première pour EDF. Démission du directeur financier,
opposition plus largement de la grande majorité du personnel, et ce jusqu'au cadre dirigeant, et plus largement malaise généralisé dans l'entreprise. Vous l'avez bien compris, la situation est grave. Dans ce contexte très tendu, l'annonce faite par le président d'EDF de faire suite à la demande du comité central d'entreprise d'être consulté était un élément plus qu'attendu, car on ne peut pas, comme l'a reconnu le ministre de l'économie, réussir un tel projet contre le corps social de l'entreprise. Mais consulter, c'est bien. Écouter tous ceux qui, très nombreux, demandent un report du lancement de ce projet, c'est mieux. Nos 3 organisations syndicales ne sauraient se satisfaire d'un décalage de 2 ou 3 mois, comme le veulent et l'annoncent le ministre Macron et le président d'EDF. Pourquoi une telle position ? Pourquoi nos 3 organisations syndicales, qui ont défendu la place du nucléaire dans les débats sur la transition énergétique et qui étaient en 2013 favorables au lancement du projet Hinkley Point dans les conditions d'alors, demandent-elles aujourd'hui un report et mettent-elles en garde contre un lancement immédiat et précipité qui serait plus que destructeur pour l'entreprise et au-delà pour l'ensemble de la filière nucléaire, 3e filière industrielle française qui emploie 220 000 salariés. À prendre trop de risques, sommes-nous prêts à avoir un pays sans industrie ? Parce que tout simplement, les conditions ont changé. Les conditions financières, tout d'abord. À l'origine, EDF devait porter 40% de l'investissement, mais aujourd'hui, EDF en porte les 2/3, soit 16 milliards d'euros. S'y ajoute l'intégration dans ses comptes de 24 milliards de dettes, ce qui, ajouté aux 37 milliards actuels, ferait exploser sa dette à 61 milliards. Nos partenaires chinois de CGN sont passés, eux, de 40 à 33%. Areva n'a, lui, plus les moyens pour participer au projet et Centrica s'est retiré en 2012 car les coûts avaient déjà trop dérivé. Face aux propos du ministre et du président d'EDF qui affirment lors de leurs interventions devant la représentation nationale que ce projet est rentable, nous ne pouvons que constater qu'aucun investisseur ne veut s'engager dans le projet. Pourquoi ? Nous n'avons toujours pas de réponse à cette question. Conditions industrielles ensuite. La filière nucléaire a été fragilisée par les politiques menées par les gouvernements successifs qui n'ont pas joué leur rôle, tout comme les dirigeants des entreprises du secteur, ainsi que par le moratoire nucléaire qui a détruit le tissu industriel des PME-PMI, comme il a raréfié les compétences. Les politiques de sous-traitance et les nouveaux modes de management ont désorganisé le travail. Il faut redresser la situation et cela va demander du temps. L'intégration d'Areva NP au sein du groupe EDF, voulue par l'État, n'est pas effective aujourd'hui et elle ne le sera peut-être pas avant 2017, compte tenu des conditions suspensives prévues par EDF. Cela implique en tout cas que la création de la filiale commune entre EDF et Areva NP en matière d'ingénierie, censée être une des clés de la réorganisation du nucléaire, n'est toujours pas en place. Rappelons au passage que la filière nucléaire, c'est également Alstom, fleuron industriel, dont la partie énergie a été scandaleusement bradée à General Electric. Les brevets sont aujourd'hui tous transférés aux États-Unis. Il ne doit pas y avoir de fatalité à enchaîner les fiascos industriels en France. Enfin, nous n'avons toujours pas de retour d'expérience d'un EPR en fonctionnement pour sécuriser le lancement d'Hinkley Point, ni Flamanville ni Taishan, dont les essais à chaud ne commenceront qu'en fin d'année. Nous savons pourtant d'expérience que c'est une phase d'apprentissage précieuse pour le lancement d'une nouvelle machine. Construire aujourd'hui un nouvel EPR sans disposer de ce retour d'expérience, c'est donc construire un prototype, une nouvelle tête de série, avec tous les risques industriels que cela comporte. Si on ajoute le fait que les moyens humains et les compétences de la filière nucléaire seront encore durablement mobilisés sur les projets en cours, Flamanville, OL3, Taishan, tout en lançant le grand carénage, et qu'il est aussi nécessaire de revoir l'organisation industrielle actuellement prévue avec l'interface anglaise, qui est un facteur de risque du fait de sa complexité, on mesure les difficultés et les risques devant lesquels se trouve le projet HPC. C'est pourquoi nos 3 organisations défendent un scénario alternatif qui est fondé sur un décalage au-delà de 2007, voire de 3 ans, du lancement de cette opération. Il s'agit pour nous de la condition de la réussite de ce projet auquel nous continuons de croire, sur la base, ce qui est nouveau, d'une vraie alliance industrielle franco-britannique. Cela implique
que le modèle actuel de l'EPR soit impérativement simplifié. Des travaux en ce sens sont d'ailleurs en cours, tout en maintenant le niveau de sécurité actuel pour en améliorer la constructibilité et la performance tant industrielle qu'économique. Que ce modèle de réacteur soit compatible avec la perspective d'un vrai palier EPR qui permettrait l'équipement en Angleterre, mais aussi le début du renouvellement du parc français au tournant de la décennie, dans une logique d'industrialisation et de standardisation indispensable à la réussite de tout programme nucléaire. Cela nécessite des échanges et collaborations en amont entre les autorités de sûreté des deux pays, ce qui est un point très important. Face à cela, nous entendons plusieurs objections. La sécurité d'approvisionnement britannique serait en cause, nous dit-on. Faux problème. Comme l'a indiqué dans un courrier au président de la Commission énergie de la Chambre des commerces, la secrétaire d'État des communes, la secrétaire d'État à l'énergie le 12 avril 2016. Y a-t-il un risque alors que quelqu'un d'autre prenne le contrat? Cela supposerait que les projets nucléaires concurrents soient certifiés par l'autorité de sûreté britannique, ce qui n'est pas le cas. Enfin, il faut dire un mot des délais prévus dans le projet actuel si on veut comparer objectivement avec notre projet alternatif. Chacun peut constater que la date de 2025, prévue officiellement par EDF pour la mise en service d'HPC, suppose un délai de construction après le premier béton de 78 mois. Pour mémoire, le chantier le plus rapide, Taishan 1 en Chine, sera vu aujourd'hui à 94 mois. C'est-à-dire que beaucoup doutent de la crédibilité d'un planning qui tient plus que de l'objectif commercial que d'un planning opérationnel. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, comme vous pouvez le constater, nos 3 organisations syndicales qui représentent 80% du personnel sont unies devant vous dans une démarche d'autant plus inédite que nous nous trouvons prochainement en période électorale. Nous avons en effet fait le choix de faire passer avant tout l'intérêt d'une entreprise qui a la mission principale d'assurer le service public de l'électricité dans notre pays, dans une période où nous estimons que sa pérennité est en cause. Nous sommes venus devant vous dans un esprit résolument constructif de relance d'une filière nucléaire à laquelle nous croyons. Et c'est le sens des propositions dont nous avons esquivé les grandes lignes, mais aussi avec un sentiment de gravité et de détermination. Nous sommes ici forts de l'expérience de tous les agents qui nous font confiance, forts aussi en ce 70e anniversaire de la nationalisation d'EDF, de la réussite de cette entreprise au service de la nation, même si nous avons souvent contesté les choix des directions qui ont prévalu ces dernières années. C'est parce que nous sommes ancrés dans la réalité industrielle et sociale que nous vous mettons en garde contre la vision de notre secteur que vous présentent le ministre et le président d'EDF, vision qui reste basée essentiellement sur des considérations financières de court terme, mais qui sont éloignées des réalités industrielles et sociales de l'entreprise. Les salariés d'Areva le savent que trop bien, les ministres et les dirigeants d'entreprise passent, les salariés, eux, restent pour assumer les conséquences de choix hasardeux. Rappelons quand même à ce propos que le secteur électrique est sous le coup de 10 000 suppressions d'emplois entre EDF, Areva et General Electric, qui avaient promis de créer des emplois lors du rachat. Nous sommes enfin venus vous dire que cet investissement britannique de 24 milliards d'euros, dont 16 milliards à la charge de la seule EDF, est un investissement qui regarde les représentants de la collectivité nationale que vous êtes et pas seulement le conseil d'administration d'EDF. Nous vous demandons de faire entendre votre voix sur ce projet et de mener toutes les analyses nécessaires. Il ne tient qu'à vous que vous ne soyez pas, vous aussi, mis devant le fait accompli, comme vous l'avez été en son temps pour Areva, avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Car EDF, comme vous le savez comme nous, c'est une entreprise emblématique de notre pays. Et l'avenir de cette belle entreprise, cela regarde aussi bien les salariés, les usagers consommateurs que la nation tout entière dont vous êtes les représentants. Merci de votre attention. Merci. Donc maintenant, je vais passer la parole